On lit partout qu'un groupe est différent d'un autre, qu'un produit est meilleur qu'un concurrent. Mais au juste, comment on le sait? Comment les scientifiques font la part des choses entre une vraie différence, une différence qui compte, et un simple coup de chance? C'est la grande question qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, imaginons un truc. Un labo teste un nouveau médicament super prometteur. Et ça a l'air de marcher. Le groupe qui a pris le médicament va mieux que le groupe qui a eu un placebo. La question est-ce que c'est vraiment grâce au médoc ou est-ce que par pure malchance ou coïncidence, les gens du premier groupe allaient de toute façon mieux guérir? Les enjeux sont énormes. Et c'est là que les stats entrent en jeu. En fait, qu'on parle de médecine, de marketing ou de sport, ce problème qui a l'air hyper complexe se résume à une chose toute simple. On compare la moyenne d'un groupe à la moyenne d'un autre. C'est tout. C'est le noyau dur de toute la démarche. Et pour s'attaquer à ce problème de manière rigoureuse, les scientifiques ont un outil génial, l'hypothèse nulle, qu'on appelle H0. Pensez-y comme l'avocat du diable. On part du principe que, par défaut, il n'y a aucune différence. Que tout ce qu'on observe, c'est juste du bruit, du hasard. Le but du jeu, c'est alors de trouver des preuves tellement fortes que l'on puisse se lever et dire « Désolé, mais le hasard seul ne peut pas expliquer ça ». Et attention, on ne fait pas ça au pifomètre. Il y a un protocole, une procédure hyper stricte en 8 étapes. On ne va pas les détailler, bien sûr, l'idée c'est juste de comprendre que derrière une conclusion scientifique, il n'y a pas d'intuition, mais une méthode solide, pas à pas. Alors, voici le programme. On va se mettre dans la peau d'un chercheur et suivre le raisonnement qui permet de choisir le bon outil statistique. Et tout commence par une question vraiment fondamentale. Ok, on y va. Et là, on arrive direct à un embranchement, un carrefour absolument crucial. La toute première question qu'on doit se poser, avant toute autre chose, c'est on a combien de données? La taille de l'échantillon, c'est la variable qui va décider de tout le reste du voyage. En gros, le chiffre un peu magique, c'est 30. Si on a plus de 30 personnes ou 30 mesures dans nos groupes, on est sur une autoroute. Les données sont stables, fiables, on peut utiliser les outils statistiques les plus puissants. Par contre, si on est à 30 ou moins, là, c'est un petit chemin de campagne. C'est plus risqué, plus imprévisible, et il faut avancer avec beaucoup plus de prudence. Allez, pour commencer, prenons le cas idéal. On est sur l'autoroute, on a plein de données, plus de 30 dans chaque groupe. C'est le scénario de rêve pour un statisticien. Mais même sur cette belle autoroute, il y a une sortie à ne pas rater. Il faut savoir si on compare deux groupes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, disons des hommes et des femmes, ou si on compare les mêmes personnes mais à deux moments différents, par exemple avant et après avoir suivi un régime. C'est la différence entre des échantillons indépendants et des échantillons appariés. Pour que ce soit bien concret, prenons un premier cas d'étude avec des échantillons indépendants. Des chercheurs veulent savoir si une protéine, la FOXP3, est présente en plus grande quantité chez des greffés du rein qui ont de l'inflammation, comparée à ceux qui n'en ont pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux groupes, un de 34 et un de 50 patients. Parfait, on est bien sur l'autoroute des grands échantillons. On voit tout de suite que les moyennes sont différentes. 2,1 d'un côté, 3,5 de l'autre, ça a l'air net. Mais la fameuse question demeure, est-ce que cette différence est solide ou est-ce que c'est du vent? Bon, la machine statistique mouline tout ça et nous sort un chiffre, moins 5,59. Sans entrer dans le détail, il faut s'imaginer une sorte de zone de normalité autour de 0. Et notre moins 5,59, il est tellement loin de 0 qu'il tombe en plan dans ce qu'on appelle la région critique. En gros, le hasard seul n'aurait quasiment aucune chance de produire un chiffre pareil. Et là, bingo, on peut jeter l'hypothèse nulle à la poubelle, la différence est bien réelle, elle est statistiquement significative. Ok, maintenant, changeons de voie. On passe au cas des échantillons appariés. Cette fois, on suit 32 patients et on mesure chez eux le niveau d'une autre protéine, la BAF, avant et après un traitement. La question est simple, le traitement a-t-il fait baisser ce niveau? Et là, attention, l'approche est un peu plus maligne. On ne compare pas la moyenne de tout le monde avant à la moyenne après, non. Pour chaque patient, on calcule sa propre différence. Et c'est la moyenne de toutes ces différences individuelles qui nous intéresse. Ici, elle est de 3,1. Le test, lui, nous donne un score de 1,41. Et cette fois, patatras. Le chiffre de 1,41 n'est juste pas assez impressionnant. Il ne sort pas de la zone de normalité. Il n'atteint pas la région critique. On n'a donc pas de preuves suffisantes pour contredire l'hypothèse nulle. Le sceptique gagnait cette manche. Attention, ça ne veut pas dire que le traitement est inefficace, mais que cette étude, avec ces données, n'a pas réussi à le prouver. La différence pourrait très bien être due au hasard. Bon, on a bien profité du confort de l'autoroute. Mais maintenant, il faut sortir et prendre les petites routes de campagne. Que se passe-t-il quand on a très peu de données, 30 ou moins?
Là, le terrain de jeu change complètement. Avec un petit échantillon, les problèmes s'accumulent. D'abord, les tests autoroute supposent que les données forment une belle courbe en cloche, mais avec 10 valeurs, impossible de le vérifier. Pire encore, imaginez que vous mesuriez la taille de 5 personnes et que l'une d'elles est un joueur de basket pro. Hop, sa seule mesure va complètement fausser la moyenne et la conclusion sera fausse. Le risque d'erreur est beaucoup plus grand. Mais pas de panique, les statisticiens ont plus d'un tour dans leur sac. Pour ces situations délicates, ils ont une boîte à outils spéciale, les tests non paramétriques. C'est une approche conçue pour les données un peu chaotiques. Et l'idée derrière, franchement, elle est géniale de simplicité. Au lieu de s'embêter avec les valeurs exactes qui peuvent être trompeuses, on fait une chose toute simple. On classe toutes les données de la plus petite à la plus grande et on ne travaille plus qu'avec leur classement. Le premier, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Regardez cet exemple tout bête. On a 2 petits groupes, au lieu de comparer les moyennes, on mélange tout, on classe et on regarde qui a obtenu les meilleurs rangs. L'idée, c'est que si le groupe B est vraiment plus fort, eh bien ses membres vont squatter les premières places du classement, et donc la somme de leurs rangs sera bien plus élevée. C'est cette somme des rangs qu'on va tester. Et bien sûr, tout comme sur l'autoroute, il y a le bon outil pour chaque situation. Pour des groupes indépendants, on a le test de Mann-Whitney. Pour des groupes à parier, le test de Wilcoxon. Pas besoin de retenir les noms, juste de comprendre qu'il y a un équivalent route de campagne pour chaque cas de figure. Et au final, on retombe sur nos pieds. À partir de ces rangs, on calcule un score. Ce score, on le compare à une valeur seuil qu'on trouve dans des tables spéciales. Si notre score est plus extrême que le seuil, ça veut dire que le classement qu'on observe est trop improbable pour être dû au hasard. La mécanique est différente, mais le but du jeu, lui, n'a pas changé d'un iota. Prouver que ce qu'on voit est plus fort qu'un simple coup de chance. Bon, on a vu pas mal de choses. Allez, un petit récapitulatif rapide pour être sûr que tout est clair et qu'on sait comment s'orienter. En fait, tout se résume à un mini-guide en 3 questions. Première question, combien de monde dans les groupes? Plus de 30, on prend l'autoroute des tests standards. Moins de 30, on prend la route de campagne des tests sur les rangs. Deuxième question, est-ce qu'on compare des poires et des pommes ou les mêmes pommes avant et après? Et voilà, ça nous donne le test parfait pour la situation. Alors la prochaine fois qu'on lira un gros titre du genre « Une étude prouve que » ou « Ce produit est plus efficace que », on aura 2 nouvelles questions en tête. Combien de sujets? Les groupes étaient-ils vraiment indépendants? Est-ce que la différence, même si elle existe, est vraiment significative? C'est ça, au fond, l'esprit critique, ne pas juste regarder le résultat, mais se demander comment il a été obtenu.